La 4e édition de la Semaine de la Justice a été lancée ce lundi. L'initiative vise à consolider la confiance des citoyens et à rapprocher davantage l'institution judiciaire des justiciables. Dr Guida Landouré, neurologue, est l'invité de ce 1945. Avec lui, nous parlerons de l'épilepsie. Nous ferons donc le point sur cette trouble neurologique encore mal connu mais pourtant fréquent. La 5e journée de la Ligue des champions CAF s'est achevée sur une belle performance du Stade malien, vainqueur de l'Espérance sportive de Tunis. Grâce à ce succès, les Blancs de Bamako décrochent leur qualification pour les quarts de finale de la compétition. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations placées sous le thème « La justice à l'ère de la modernisation et de la capitalisation des réformes ». La 4e édition de la Semaine de la justice s'est ouverte ce lundi. Un rendez-vous axé sur le renforcement de la confiance et visant à rapprocher davantage l'institution judiciaire des justiciables. Djeneba Samake. La 4e édition de la Semaine de la Justice s'ouvre dans un contexte de réformes majeures engagées ces dernières années. En 2025, des résultats concrets ont été enregistrés sur les plans juridiques, institutionnels et organisationnels avec l'adoption de nouveaux codes et la mise en place de nouvelles structures. L'enjeu aujourd'hui reste la mise en œuvre effective de ces réformes, articulées autour de 4 axes prioritaires. La lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, le renforcement des ressources humaines, la modernisation de l'appareil judiciaire et la promotion des droits de l'homme. Des avancées significatives sont déjà enregistrées, notamment au niveau du pôle national économique et financier, avec d'importants recouvrements, le recrutement de centaines d'auditeurs de justice, ainsi que le déploiement de la plateforme e-justice et la création de la Direction nationale des droits de l'homme. Notre pays a renforcé sa capacité endogène à analyser et traiter les questions des droits de l'homme sous le prisme des réalités du pays, des contingences politiques et géostratégiques. Nous sommes appelés à redoubler d'efforts pour consolider les acquis et capitaliser les expériences. Dans cette dynamique, les espoirs sont tournés vers l'adoption prochaine du nouveau programme décennal de développement du secteur de la justice, dont le draft déjà disponible sera enrichi par les pertinentes recommandations issues du Forum national sur la justice. Il s'agira notamment de poursuivre les réformes pour l'amélioration du cadre institutionnel, pour le bon accomplissement des missions assignées au département. Pour 2026, les perspectives annoncent l'opérationnalisation des nouvelles cours d'appel, l'effectivité du juge de l'application des peines et la poursuite des réformes structurelles. L'expérimentation du bracelet électronique comme mesure alternative à l'emprisonnement, la finalisation du logiciel de gestion des dossiers judiciaires, la finalisation du projet de loi portant assistance juridique et judiciaire, la finalisation des projets de textes relatifs au pôle judiciaire foncier. Les différentes activités de la Semaine de la Justice sont toutes expressives. Elles dénotent de la mise en œuvre effective des réformes, liant les actes à la parole. À travers cette Semaine de la Justice, les autorités entendent faire le point sur les réformes engagées, capitalisant les acquis et tracer les prochaines étapes du chantier de modernisation de l'appareil judiciaire. Justice toujours, le délibéré de l'ancien Premier ministre Moussa Mara a été rendu ce lundi 9 février. La Cour d'appel de Bamako a confirmé la condamnation à 2 ans de prison, dont 1 an ferme, avec une amende de 500 000 francs CFA. L'appel du procès avait eu lieu le 19 janvier 2026. Abdulaziz Aïdara. La Cour d'appel de Bamako a confirmé ce lundi 9 février 2026 la condamnation en première instance de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. La Cour a maintenu la peine de 2 ans de prison, dont 1 an ferme, 1 an avec sursis et une amende de 500 000 francs CFA, rejetant ainsi l'appel introduit par ses avocats le 19 janvier 2026. Avec cette décision, Moussa Mara demeure en détention. Pour un rappel, l'ex-chef de gouvernement avait été condamné pour atteinte au crédit de l'État et opposition à l'autorité légitime, à la suite des prises de position et des messages de soutien exprimés sur les réseaux sociaux en faveur de plusieurs prisonniers politiques.
Incarcéré depuis le 1er août 2025, Moussa Mara a déjà purgé 6 mois de sa peine ferme. Sauf évolution judiciaire ou mesures exceptionnelles, il lui reste encore 6 mois à passer en prison avant de recouvrer sa liberté. Présent à l'audience et très calme durant les délibérés, Moussa Mara a été reconduit à la maison centrale d'arrêt de Koulikoro où il est détenu depuis son arrestation. À l'occasion de la Journée internationale de l'épilepsie, l'accent est mis cette année sur la sensibilisation et la lutte contre les idées reçues autour de ce trouble neurologique encore mal connu. L'épilepsie touche pourtant des millions de personnes dans le monde et peut, dans de nombreux cas, être prise en charge efficacement. Pour mieux comprendre cette maladie, nous recevons sur ce plateau Dr Guida Landouré. Il est neurologue. Bonsoir docteur et bienvenue à vous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors tout d'abord, expliquez-nous, c'est quoi cette maladie? Ok, l'épilepsie, c'est une répétition des crises épileptiques. Donc, des crises épileptiques, ce sont des manifestations neurologiques qui sont transitoires, non provoquées, qui sont dues à une hyperexcitation des neurones au niveau du cerveau. Donc, on s'arrête là pour une bonne compréhension du public. Donc, quand est-ce qu'on va dire que quelqu'un a une épilepsie? Donc, il ne s'agit pas de faire une seule crise. Une seule crise sans des risques de refaire des crises encore dans les 10 ans qui viennent n'est pas de l'épilepsie. Parce qu'il est connu qu'une bonne proportion de la population peut faire une seule crise et ne fera jamais d'autres crises. Donc, il faut avoir 2 crises espacées de 24 heures au moins, soit une crise avec une probabilité de refaire une autre crise dans les 10 ans qui viennent qui est égale à la moyenne, donc 60% à la moyenne de la population générale. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a fait une crise, mais qui avait fait un AVC avec une lésion cérébrale ou qui avait fait un accident avec une lésion cérébrale est susceptible de refaire cette même crise. Et justement, donc, comment identifier les différentes crises? Bon, il y a ça c'est la définition de l'épilepsie. Bon, la crise, l'épilepsie, on dit épilepsie au singulier, mais on doit dire les épilepsies parce qu'il y a plusieurs sortes d'épilepsie. Donc, si on prend sur la base de la manifestation, il y a des épilepsies qu'on appelle focales, dans lesquelles le malade ne perd pas la connaissance. Donc, toutes les crises qui se passent, soit un côté qui tremble, ou bien souvent même c'est des céphalées, des maux de tête, ou souvent c'est la moitié de la face qui tremble, ou souvent c'est des délires qui se font, mais la conscience est conservée. Et qu'en est-il du diagnostic? Est-ce que les malades arrivent tôt à l'hôpital? Bon, les malades, malheureusement, n'arrivent pas tôt à l'hôpital. Donc, permettez-moi de donner la deuxième forme de crise. Ça, c'est les crises généralisées. C'est elles que les gens connaissent. C'est-à-dire, souvent, le patient émet un gros cri, il tombe, il s'enraidit, et puis il fait des secousses tonico-cloniques, il perd connaissance. Souvent, il y a une perte d'urine ou bien une perte des selles. Ça, c'est la crise généralisée qu'on appelle grand mal. Mais il y a la crise d'absence que les petits enfants font très généralement. C'est que l'enfant reste les yeux bloqués comme ça. Il communique pas. Et puis après, la conscience reprend. Donc, on les appelle des enfants têtus, ils sont pâtus, ils sont tout. Donc maintenant, est-ce que ces crises est-ce que les malades viennent tôt? Est-ce que les malades viennent tôt? Malheureusement, les malades ne viennent pas tôt. Et il y a eu des études dans lesquelles on a vu le taux de diagnostic, le taux de fréquentation des patients est de 1 sur 10. Ça veut dire quoi? Ils ont fait une enquête dans la communauté, maison par maison, pour voir est-ce qu'il y a des épileptiques, est-ce qu'ils sont allés à l'hôpital. On a vu que 1 seul sur 9 sont allés à l'hôpital. Est-ce que cela n'est pas dû, par exemple, aux croyances? C'est dû aux croyances parce que les crises sont malheureusement souvent interprétées comme des maladies de possession, du diable, ou souvent malheureusement attribuées à des idées préconçues, de mauvais sorts, de malédiction. Donc, c'est ce qui fait que généralement les gens vont chez les tradithérapeutes, le marabout ou les féticheurs, avant de voir que les séquelles se sont installées, il n'y a pas eu d'amélioration.
pour finalement aller à l'hôpital. Et très généralement, ces patients, ils viennent avec vraiment des lésions cérébrales et souvent un retard mental qui fait que leur prise en charge devient un peu compliquée pour nous. Justement, concernant la prise en charge, qu'en est-il au Mali? Est-ce que le traitement est gratuit ou bien... Bon, le traitement est payant au Mali, mais il est disponible. Il est disponible. On sait que 60 à 70% des patients avec une épilepsie guérissent de leur maladie. Ça, c'est connu ici et sur le plan international. Mais ça laisse 30% quand même de personnes qui ne guérissent pas, mais qui aussi restent avec leur crise malgré le traitement. Donc, le traitement, il est présent au Mali. Il y a des premières molécules qui sont là depuis des années, qui marchent, mais il y a aussi de nouvelles molécules qui commencent à venir au Mali. Mais encore, le taux vraiment d'accès ou de recherche de thérapie est de 7 sur 10 en Afrique au sud du Sahara. Alors que l'épilepsie, c'est 50 millions de personnes dans le monde entier. Et au Mali? Mais c'est 80% qui sont dans les pays en voie de développement, comme le Mali. Au Mali, on dit que la prévalence, la fréquence, elle tourne autour de 14 à 15 pour 1000 personnes. Donc, c'est l'une des fréquences les plus élevées dans le monde, et comme dans tous les pays au sud du Sahara ou dans tous les pays en développement. C'est dû au fait que les infections mal traitées, telles que le palu, qui est endémique, qui est laissé très souvent jusqu'à faire le neuropalu. Il y a les méningites qui ne sont pas maîtrisées, mais surtout aussi maintenant, il y a les accidents de la voie publique. Les gens ne portent pas les casques, les gens ne portent pas les ceintures, donc ça fait que tous les accidents qu'on a ont des répercussions cérébrales et secondairement, ces personnes vont faire leur épilepsie. Et donc, au-delà de ce que vous venez de citer, est-ce qu'il y a d'autres symptômes de l'épilepsie avant les crises? Avant les crises, comme j'ai dit, il y a des gens qui font que des maux de tête. Des maux de tête violentes qui durent. L'épilepsie, c'est que ça dure quelques secondes ou 2 ou 3 minutes. Mais c'est pris banalement. Mais c'est quand ils vont à l'hôpital que le neurologue leur donne l'EEG à faire et la description des crises qu'on sent que c'est des crises épileptiques. Il y a des gens qui font des délires, des bouffées délirantes et les gens les prennent comme des malades mentaux. Est-ce mortel, justement, l'épilepsie? Oui, il y a des gens qui font, si c'est mortel. Oui. L'épilepsie en soi n'est pas mortelle. Mais l'épilepsie, par exemple, un épileptique qui est à côté d'un puits ou à côté du feu ou dans une usine peut, par accident, quand il fait ou elle fait sa crise, entraîner une mort secondaire. Mais l'épilepsie comme maladie n'est pas généralement une maladie mortelle. Mais il y a ce qu'on appelle des syndromes épileptiques, mais il y a aussi des épilepsies de cause génétique. Donc, ces épilepsies viennent avec d'autres pathologies. Donc, généralement, ça atteint les enfants et au bout de quelques années, peut atteindre l'adolescence. Mais l'épilepsie, en général, qu'on voit dans le public n'est pas vraiment mortelle. Alors, un petit message de sensibilisation à l'endroit des populations. Aujourd'hui, cette année, le thème a été épilepsie, agissons ensemble. Nous sommes tous concernés. Donc, parents, médecins, vous, informateurs, tout le monde doit s'intéresser à l'épilepsie. Parce que l'épilepsie n'est pas une maladie honteuse. Elle est une maladie qu'on peut traiter. Donc, il vaut mieux aller très rapidement à l'hôpital, voir le neurologue pour qu'il vous instaure les traitements et les patients guérissent. Alors, une toute dernière question. Est-ce qu'il y a des activités prévues pour cette journée au Mali? Il y avait une caravane qui avait été prévue, mais à cause du problème de sécurité, les risques d'infiltration, elle a été abandonnée. Mais il y aura une rencontre de neurologues pour échanger sur ce qui a été fait pendant toutes ces années et ce qui peut être fait. Et bien entendu, occuper les plateaux pour expliquer cette maladie à la population générale. Merci beaucoup, docteur. Merci d'être passé sur notre plateau. Un plaisir.
Je vous rappelle que l'épilepsie est une maladie qui peut être suivie et traitée, Dr Guy Dalandouré vient de le dire, et que la sensibilisation reste essentielle pour lutter en tout cas contre les préjugés et encourager les personnes concernées à consulter. Et nous poursuivons cette édition avec la culture, véritable ciment de notre vivre ensemble au Mali. Le Djelia, héritage ancestral de transmission de la parole et de la mémoire collective, continue d'affirmer son rôle dans la cohésion sociale. L'initiative Djelia Nejoro, organisée samedi à Sivininkoro, a rassemblé acteurs culturels et passionnés autour d'un événement dédié à la valorisation, à la formation et à la transmission de cet art séculaire. Un engagement fort pour préserver ce patrimoine vivant au service des générations présentes et futures. Moussa Traoré. Chants, instruments traditionnels et récits ancestraux ont animé Djelia Nejoro, un événement culturel qui met en lumière le Djelia, pilier de la mémoire collective et de la cohésion sociale au Mali. Porté par des acteurs culturels engagés, le projet vise à sauvegarder et transmettre cet héritage grâce à une formation à venir. Inclusive, elle réunira des Djeli de plusieurs ethnies pour renforcer le dialogue culturel et l'unité nationale. Si nous regardons un peu ce projet, comme les projets sont élaborés de telle sorte, et court, moyen et long terme. Moi, mon projet, c'est un projet à long terme. Je sais même que peut-être, je voudrais que le projet ait à 60 à 70%, n'est-ce pas, lorsque je suis là. Mais je voudrais que ça continue toujours. Venons se former dans cette école pour connaître notre rôle qui soit très bien défini. Que les gens comprennent que ce n'est pas parce que Sékou Diabaté a initié ce projet et c'est Sékou Diabaté qui serait le seul formateur, loin de là. Si vous avez besoin, n'est-ce pas, donc, de la procédure du mariage chez les Peuls, nous on va inviter un Mabo, Fladjeli, très généralement, qui sont connus des Mabo. Si vous voulez connaître sur les Soniqués, on va appeler, n'est-ce pas, un Djeli de chez eux, donc qui viendra faire un exposé sur cela et prouver que c'est comme ça que ça se procède. Et c'est à travers ça, toi, tu pourras te connaître et aussi l'autre aussi va se connaître. Et c'est avec ça que notre culture, n'est-ce pas, donc on va procurer. Au Mali, le Djelia reste une référence, un repère social et historique. Sa préservation est aujourd'hui perçue comme une nécessité face aux mutations de la société. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel aux Djeli Djimon, de jouer leur rôle dans la communauté, mais aussi lancer un autre appel aux Djatigi qui s'efforcent à jouer le rôle des Djeli à leur place, de laisser chacun jouer son rôle et pour permettre à la communauté de revenir à nos valeurs ancestrales. Ici, c'est l'occasion pour nous de dire merci à ce jeune griot qui veut restaurer les valeurs ancestrales et communautaires qui peut permettre même à notre pays d'atteindre le seuil de la stabilité. Djelia Nejoro, un projet culturel qui mise sur la formation et la transmission pour faire vivre aujourd'hui et demain la parole des anciens. Au Sénégal voisin, les forces de sécurité ont annoncé avoir démantelé un vaste réseau de pédopornographie et d'exploitation sexuelle de mineurs opérant entre le Sénégal et l'Europe. 14 personnes ont été arrêtées pour pédophilie en bande organisée, viol sur mineurs, proxénétisme et production de contenu pédopornographique. Aminata Keita. L'affaire s'écoule à toile depuis ce week-end. Au Sénégal, entre le 4 et le 6 février, la division des investigations criminelles a démantelé un vaste réseau de pédopornographie et d'exploitation sexuelle de mineurs opérant entre le Sénégal et l'Europe. Au total, 14 individus de nationalité sénégalaise ont été interpellés sur le territoire, puis déférés devant le parquet du tribunal de grande instance de Dakar. Parmi les 14 suspects figurait un célèbre animateur et un chanteur selon les médias du pays. Mais le cerveau du réseau est Pierre Robert, entrepreneur français de 73 ans, arrêté en avril 2025 en France. Selon la police sénégalaise, 4 formateurs au sexe ont avoué avoir agi en contrepartie de transferts de sommes d'argent sur instruction de Pierre Robert. La situation a provoqué l'indignation des associations de défense des droits de l'homme. Ce démantèlement a été mené en étroite collaboration avec la justice sénégalaise et française.
Selon la police nationale du Sénégal, je cite, « L'audit groupe structuré depuis 2017 est spécialisé dans la formation au sexe pour de jeunes garçons transformés en objets sexuels par des hommes pour la plupart séropositifs qui entretiennent avec eux des rapports sexuels non protégés et filmés sur instruction de leur chef. » Fin de citation. Les suspects sont poursuivis pour des infractions de pédophilie en bande organisée, proxénétisme, viol sur mineurs de moins de 15 ans, actes contre nature et transmission volontaire du VIH-Sida. Sport pour boucler cette édition, la 5e journée de la Ligue des champions CAF s'est terminée en beauté pour le Stade malien qui a battu l'Espérance sportive de Tunis à 1-0 ce dimanche 8 février. Grâce à cette victoire, les Blancs de Bamako se qualifient pour les quarts de finale de la compétition. Le récit avec Moussa Traoré. Pour sa première participation aux phases de poule, le Stade malien est entré dans l'histoire de la Ligue des champions africaine ce dimanche. Sur la pelouse du 26 mars, les Blancs de Bamako ont pris le meilleur sur le géant Espérance de Tunis au bout d'un match très intense, 1-0. L'unique but de la victoire a été marqué par Daouda Koulibaly à la 54e minute. Avec cette victoire, les Blancs de Bamako se qualifient pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions interclubs africaines. Ils n'étaient pas favoris, mais ils l'ont fait et ont écrit une belle page du football malien. Le Stade malien devient ainsi le premier club malien à atteindre cette étape de la nouvelle formule de la Ligue des champions CAF. Non seulement il se qualifie, mais il termine aussi premier de son groupe D avec 5 matchs sans défaite et 5 points d'avance sur ses adversaires. Son 6e et dernier match de poule est prévu pour ce 13 février contre les Tanzaniens de Simba SC. Point final à ce 19:45. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.